répondu, j'y ai découvert que la célébration avait déraillé suite à des événements qui ne rentraient pas dans ma tête. Mais avant le chaos, il n'y avait que le ronronnement silencieux de mon réfrigérateur dans mon appartement de Boulogne-Billancourt et la lumière bleue de l'écran de mon téléphone éclairant mon salon sombre. Il était 22h un mardi, et je regardais ma famille brûler de l'argent qu'il n'avait pas en temps réel. Ma sœur Chloé postait des stories depuis 48 heures d'affilée. Elle était là, tournoyant dans une robe qui coûtait plus cher que ma première Twingo, debout sur la terrasse d'un manoir du XVIIIe siècle qui surplombait les eaux sombres et vitreuses du lac. Elle avait l'air parfaite, fabriquée, mais parfaite. À côté d'elle se trouvait Adrien, le riche héritier d'une famille des industriels lyonnais qu'elle avait rencontré sur une application de rencontre il y a 3 mois. Il ressemblait moins à un marié qu'à un homme pris en otage, son sourire crispé et ses yeux fuyant la caméra. J'y ai fait défiler une vidéo de ma mère trinquant avec des verres en cristal avec une comtesse qui ressemblait étrangement à une actrice de complément. Mon estomac s'est noué. Je connaissais les chiffres. J'y étais analyste financière senior à la Défense. Les chiffres étaient ma langue. Et les chiffres de la vie de mes parents étaient dans le rouge depuis une décennie. Ils avaient renégocié leur prêt immobilier 2 fois. Ils avaient vidé 4 comptes de crédit renouvelables juste pour organiser ce simulacre de mariage princier. Et pourtant, ils étaient là, prétendant faire partie de la haute noblesse. J'y avais refusé d'y aller. J'y et une fusion-acquisition à clôturer, avais-je menti. La vérité était que je ne pouvais pas regarder. Je ne pouvais pas les voir s'extasier devant Chloé, l'enfant chéri, alors que je savais qu'ils étaient à un impayé de la saisie immobilière. Je ne pouvais pas les laisser me traiter comme un fantôme, sauf quand ils avaient besoin d'un virement. Mon téléphone a vibré. Un SMS de maman. Amandine, ma chérie, le traiteur fait des difficultés. Sa machine à carte est en panne. Peux-tu me faire un virement de 2000 € juste pour 1 heure? Papa te remboursera dès que nous serons à la banque. J'y ai fixé le message. L'excuse de la machine à carte cassée. Un classique. C'était le même mensonge qu'ils avaient utilisé quand ils avaient eu besoin de payer la caution pour mon frère Lucas l'année dernière. C'était le même mensonge qu'ils avaient utilisé quand Chloé avait accidentellement acheté un sac à main de luxe qu'elle ne pouvait pas se payer. J'y ai répondu par écrit, non, je vous ai dit que je ne finançais pas ce cirque. 3 petits points ont dansé sur l'écran. Puis une réponse de Chloé. Tu es juste jalouse parce que je suis heureuse et que tu es seule avec tes tableaux Excel. Ne prends pas la peine de venir à la réception si tu changes d'avis. J'y ai ressenti un pincement vif et familier dans ma poitrine. La vieille blessure d'être la responsable, elle ennuyeuse, le portefeuille de service. Je n'ai pas répondu. J'y ai simplement activé le mode ne pas déranger, branché mon téléphone sur le chargeur et éteint la lampe. Je me suis dit que j'y en avais fini. J'y avais tracé une ligne. J'y étais en sécurité à Paris, à des centaines de kilomètres de leur délire. Je me suis endormie en pensant que la pire chose qui pourrait arriver serait une carte de crédit plafonnée et quelques messages colériques le matin. J'y avais tort. Je me suis réveillée avec un choc électrique au cœur. Pas une crise cardiaque littérale, mais le genre de pic d'adrénaline qui vous frappe quand vous voyez l'heure, 3h17 du matin, et les notifications empilées sur votre écran de verrouillage comme un mur de briques. 50 appels manqués, 12 messages vocaux, 84 SMS. Le décompte était terrifiant. Maman, 20 appels. Papa, 15 appels. Lucas, 10 appels. Même Chloé avait appelé 5 fois. Les SMS étaient un flux confus de panique. Décroche. Urgence. Police. Réponds à ce foutu téléphone, Amandine. Mes mains tremblaient alors que je déverrouillais l'écran. Le silence de mon appartement semblait lourd, oppressant. J'y ai appuyé sur le bouton de rappel pour mon père. Il a répondu à la première sonnerie. Amandine. Il n'avait pas sa voix habituelle. Sa voix était plus aiguë d'une octave, brisée et essoufflée. En arrière-plan, j'y entendais des cris, le grésillement d'une radio de la gendarmerie et le son incomparable de ma mère sanglotant, un gémissement profond et viscéral qui m'a donné la chair de poule. Papa, qu'est-ce qui se passe?
Est-ce que quelqu'un est blessé? Je me suis assise, serrant la couette. C'est un désastre, a-t-il lâché. Tout est fini. Adrien, ce salaud est parti. Comment ça, il est parti? Il a disparu. Il a pris les enveloppes de cash, les bijoux, la voiture de location. Ce n'était pas un héritier, Amandine. C'était un serveur de Nice avec un casier judiciaire. Il a planté Chloé devant l'hôtel ou presque. D'accord, ai-je dit, mon cerveau des analystes essayant de mettre de l'ordre dans le chaos. C'est terrible, mais pourquoi la police est-elle là? Avez-vous déposé plainte? Non, non, ils ne sont pas là pour lui, a bégayé mon père. Ils sont là pour nous. Quoi? Lucas est ta mère. Il n'ont pas supporté la nouvelle. Il y a eu des dégâts, de gros dégâts. Papa, le domaine, a-t-il chuchoté. Ils ont commencé à casser des choses, des objets de valeur, une statue, des tableaux. Les propriétaires ont appelé les gendarmes. Ils ont arrêté Lucas. Ils retiennent Chloé dans une pièce. Ils ont pris nos passeports, Amandine. Ils ne nous laissent pas quitter les lieux. Je me suis frotté les tempes, essayant d'assimiler l'ampleur de la stupidité de la situation. Alors, vous avez besoin d'un avocat. Appelez l'ambassade si nécessaire. Nous n'avons pas le temps pour l'ambassade, a-t-il crié, la panique se transformant en agression. Ils vont transférer Lucas et Chloé au poste à Annecy si nous ne payons pas les dommages et les amendes immédiatement. Ce soir, tout de suite. Combien? Ai-je demandé, bien que je sache déjà que je ne paierai pas 30 000 €. Il a dit en espèces ou par virement immédiat. Le propriétaire a accepté de retirer sa plainte pour vandalisme criminel si nous payons la restauration. Sinon, ta sœur va en prison. Amandine, la prison. Je n'ai pas 30 000 € qui traînent à 3 heures du matin. Papa, tu as des économies. Tu as ce compte de placement. Il hurlait maintenant. C'est ta sœur. Elle est hystérique. Elle est en robe de mariée entourée de flics. Tu dois nous aider. Nous sommes ta famille. Je vous avais dit que je ne paierais pas pour ce mariage, ai-je dit, la voix tremblante. Je vous avais dit que c'était une mauvaise idée. Je vous avais dit que Adrien avait l'air louche. Arrête de me faire la leçon, a-t-il hurlé. Le bruit de quelque chose de lourd frappant une table a résonné au téléphone. Nous avons besoin de l'argent. Vire-le maintenant ou nous sommes morts. Tu m'entends? Mort. J'y ai ressenti la culpabilité, lourde et étouffante, essayant de me serrer la gorge. C'était le programme qu'ils avaient installé en moi depuis la naissance. Règle le problème, Amandine. Nettoie le gâchis, Amandine. Mais ensuite, j'y ai regardé mon appartement vide, le sanctuaire que j'y avais construit par mon propre travail acharné. Je ne peux pas le faire, papa, ai-je dit doucement. Utilise les cartes de crédit que tu as utilisées pour réserver le domaine. Il y a eu un silence à l'autre bout. Un silence long et terrifiant. On ne peut pas, a-t-il chuchoté. Pourquoi pas? Tu as dit que tu avais un plafond élevé. Appelle juste ta banque, Amandine. Et s'il te plaît, autorise le virement. On te remboursera. Je le jure sur ma vie. Quelque chose dans son ton a déclenché une alarme dans ma tête. Ce n'était pas seulement du désespoir. C'était de l'esquive. Appelle juste ta banque. Pourquoi était-il si spécifique? Papa, ai-je dit lentement. Pourquoi ne peux-tu pas utiliser tes cartes? Tu as réservé le domaine il y a des semaines. Tu aimes à montrer la confirmation. Les cartes sont au maximum. Des accords. On les a vidées pour les billets des avions et le traiteur. Il parlait trop vite. Écoute, je t'envoie les coordonnées bancaires. Fais-le. Attends. J'y ai éloigné le téléphone de mon oreille et je l'ai mis sur haut-parleur. J'y ai ouvert mon ordinateur portable. Mes doigts volaient sur le clavier alors que je me connectais à mon portail bancaire principal. Amandine. Amandine, tu le fais? Je vérifie quelque chose, ai-je marmonné. Je me suis connecté à mon service de surveillance du crédit.
Je ne l'avais pas vérifié depuis un mois parce que mes finances étaient en pilote automatique. Le tableau de bord s'est chargé. Une bannière rouge vif a clignoté en haut de l'écran. Alerte. Nouveau compte ouvert il y a 14 jours. Créancier Banque nationale du commerce. Type ligne de crédit personnel. Solde 18 000 €. Mon soufflet s'est coupé. J'y ai cliqué sur les détails. La demande provenait d'une adresse IP située dans les Yvelines, la maison de mes parents, il y a 2 semaines. Puis une autre demande, une vérification de contrat de location. J'y ai senti le sang quitter mon visage, me laissant froide et étourdie. J'y ai regardé le contrat de location du domaine des Roses attaché à la demande. Le nom sur le bail n'était pas Jean-Pierre ou Sylvie. C'était Amandine J. Valois. Ma signature était griffonnée en bas. Un faux maladroit, des boucles un peu trop larges, mais assez proches pour passer une inspection superficielle. Papa, ai-je dit d'une voix mortellement calme. Qui est le locataire enregistré pour le domaine? Que est-ce que ça peut faire? Nous avons besoin de l'argent. Qui a signé le bail, papa? Une respiration lourde sur la ligne. Puis la voix de ma mère est intervenue, aiguë et frénétique. Elle a dû saisir le téléphone. Nous n'avions pas le choix, Amandine. Ton score de crédit est parfait. Tu ne l'utilises jamais. Nous allions le rembourser avec les cadeaux de mariage. Adrien a dit que sa famille couvrirait le lieu. Vous avez volé mon identité. J'y ai dit les mots, ils avaient un goût de cendre. Vous n'avez pas seulement dépensé votre argent. Vous avez ouvert une ligne de crédit à mon nom. Vous avez loué un monument historique à mon nom. Moi l'a fait pour la famille, a hurlé maman. Ne t'avise pas de faire la sainte avec moi. Si tu ne paies pas ça, c'est toi la responsable. Le contrat est à ton nom. Si nous ne payons pas les dommages, la police s'en prendra à toi pour la dette. Ils ruineront ta carrière. Tu perdras ton accréditation professionnelle. Je suis resté figé. Le piège s'était refermé. Il ne demandait pas un sauvetage. Il me demandait de couvrir un crime pour me sauver moi-même. Si je payais les 30 000 €, je reconnaissais que la dette était la mienne. J'y acceptais la fraude. Je paierais pour réparer un domaine où je n'avais jamais mis les pieds pour un mariage que j'y avais déconseillé, afin de sauver des gens qui ne me voyaient que comme un score de crédit avec un pouls. Vous m'avez piégé, ai-je chuchoté. On t'a évité de t'inquiéter, a dit papa, sa voix redevenue dure maintenant. Maintenant, sois une bonne fille. Virez l'argent. Sauve ta sœur. Sauve-toi toi-même. Si on tombe, tu tombes avec nous. Le bail indique Amandine Valois. La police a ce papier. J'y ai regardé l'écran brillant de mon ordinateur. J'y ai regardé la bannière des alertes rouges. J'y ai regardé la falsification de mon propre nom. Pendant 30 ans, j'y avais été le filet de sécurité. Je les avais rattrapés quand ils tombaient, je les avais époussetés et j'y avais payé la facture. Je pensais que c'était de l'amour. J'y ai réalisé dans la lumière froide de 3h30 du matin que ce n'était pas de l'amour. C'était une prise des otages. Ils pensaient m'avoir mis échec et mat. Ils pensaient que ma peur de ruiner mon crédit, ma peur du scandale, ma peur de perdre ma licence des analystes me forcerait à ouvrir mon portefeuille une dernière fois. Ils misaient sur ma honte. Mais ils avaient oublié une chose. J'y étais analyste. Je savais comment atténuer les risques. Et le plus grand risque pour mon avenir n'était pas la police française. C'étaient les gens à l'autre bout du fil. Passe-moi l'officier au téléphone, ai-je dit. Quoi? A demandé papa, confus. Tu veux parler à la police? Tu vas dire quoi? Passe-le-moi maintenant ou je raccroche et vous n'avez rien. Il y a eu une bousculade. Un moment plus tard, une voix profonde et lassée a dit, « Allô, ici le brigadier chef Roux. » Brigadier Roux, ai-je dit, la voix ferme, dépouillée de toute émotion. Je m'appelle Amandine Valois. Je suis actuellement à Boulogne-Billancourt. J'y enregistre cet appel. Madame, votre famille dit que vous envoyez les fonds pour les dommages au domaine. Non, brigadier, je ne le fais pas.
J'y ai pris une inspiration, inhalant la liberté qui allait venir. Je signale un crime. Les personnes que vous détenez ont volé mon identité. Je n'ai pas signé ce bail. Je n'ai pas autorisé cette ligne de crédit. Je suis à Paris depuis 6 mois. Mon passeport et mes relevés de badge au travail le vérifieront. Amandine, j'y ai entendu ma mère hurler en arrière-plan. C'était un cri de pure terreur. Que est-ce que tu fais? Tais-toi. Donne-moi le téléphone. Brigadier, ai-je continué, ignorant les cris. Je contacte immédiatement le service des fraudes de ma banque pour signaler ces transactions comme des activités criminelles. Les personnes que vous détenez sont responsables du vandalisme. Arrêtez-les. Faites ce que vous avez à faire. Amandine, s'il te plaît, papa suppliait maintenant, sanglotant de manière brisée. Ils vont nous mettre en prison. Ils vont nous expulser du domaine en menottes. Tu ne peux pas faire ça à ton propre sang. Je n'ai pas de famille, ai-je dit dans le combiné. J'y ai un dossier de fraude. Entendu, madame, a dit le brigadier. Son ton était passé de l'agacement à une vigilance professionnelle. Nous allons procéder aux poursuites contre les individus présents. Merci. J'y ai raccroché. Je ne me suis pas laissé un instant pour pleurer. J'y ai appelé le numéro des urgences 24 heures sur 24 de ma banque. J'y ai passé l'heure suivante à expliquer calmement la situation, à télécharger des preuves de ma présence à Paris et à signaler les comptes non autorisés. J'y ai bloqué mon dossier de crédit partout. Au moment où j'y ai fini, le soleil commençait à diffuser une lumière grise à travers mes stores. Mon téléphone vibrait encore toutes les quelques secondes. Des SMS de mes cousins, de mes tantes, de mon frère. Comment as-tu pu? Espèce de monstre. Maman fait un malaise. Ils mettent des menottes à Chloé. Je ne les ai pas lus. J'y ai sélectionné tout dans ma liste de contacts. Maman, papa, Chloé, Lucas, et chaque messager qu'ils pourraient recruter. J'y ai appuyé sur bloquer. Le silence qui a suivi était absolu. C'était le silence le plus cher que j'y ai jamais acheté, me coûtant une famille que je n'avais jamais vraiment eue. Je suis allé à la fenêtre et j'y ai regardé la ville s'éveiller. Quelque part près des Annecy, ma sœur était probablement assise sur un banc en métal dans une robe de mariée ruinée, faisant face aux conséquences de sa vie pour la première fois. Je suis allé à la cuisine et j'y ai fait du café. Je hais les buts noirs, debout seul dans mon appartement calme et payé par moi-même. Il avait d'un goût amer, brûlant et incroyablement pur. Cette histoire nous plonge au cœur d'une trahison familiale et une violence psychologique rare. Ce qui commence comme une énième demande d'argent pour un mariage somptueux se transforme rapidement en un véritable thriller financier et moral. La protagoniste, Amandine, incarne cette figure de l'enfant responsable, celle sur qui tout le monde se repose mais que personne ne respecte vraiment, jusqu'au moment où elle découvre l'impensable. Ses propres parents ont usurpé son identité pour financer leur délire de grandeur. C'est un dilemme cornélien moderne. D'un côté, la loyauté envers le sang, de l'autre, la préservation de sa propre vie et de sa carrière durement bâtie. En choisissant de dénoncer ses parents à la gendarmerie, Amandine ne fait pas seulement un choix financier, elle brise un cycle de toxicité qui durait depuis des décennies. La fin de l'histoire, avec ce silence acheté au prix fort, nous rappelle que parfois, la famille n'est pas un refuge mais un poids dont il faut savoir se libérer pour enfin respirer. La froideur de son analyse financière devient son armure contre la manipulation émotionnelle de ses parents. C'est une leçon brutale sur les limites de la générosité et l'importance de se protéger, même contre ceux qui nous ont mis au monde. Et vous, quelle aurait été votre réaction à la place des Amandine? Auriez-vous payé les 30 000 € pour éviter la prison à votre fratrie malgré l'usurpation des identités, ou auriez-vous agi de la même manière en laissant la justice suivre son cours? Dites-le moi en commentaire, votre avis sur ce dilemme moral m'intéresse énormément.